Souvenez-vous de la première fois que vous avez utilisé une plateforme de streaming pour écouter de la musique sur vos téléphones intelligents? Moi, c'était en 2014 où j'ai eu Spotify version gratuite en plein pendant ma période d'adolescence. Je pouvais liker des chansons, ça allait directement dans une liste appelée « Chansons aimées ». J'ai jamais été vraiment bonne là, sur la création de playlists thématiques, puis encore aujourd'hui, dans ma liste de chansons aimées, on peut passer de Pitbull à Mireille Mathieu. Moi, j'aime la variété non organisée. Et donc, j'étais tellement connectée à mes écouteurs, à mon téléphone, que mes parents m'avaient nommé DJ dans tous nos événements familiaux, les plus heureux, mais aussi les plus tristes. Et je pense aussi à l'enterrement de ma grand-mère maternelle dans les mêmes eaux. Ma mère m'avait donné pour mission de faire jouer une bonne chanson de Luc de la Rochelière juste avant qu'on ferme le cercueil. J'avais pris ma mission très au sérieux. J'ai été allée liker au préalable la bonne toune de Luc de la Rochelière qui s'était mise dans ma liste pêle-mêle de chansons aimées. Et arrive le moment clé où j'entre en scène. Je retourne dans cette liste, je clique sur « Si fragile » de Luc de la Rochelière et boum. Le pouvoir du Spotify gratuit d'il y a 10 ans, celui de ne pas vraiment pouvoir choisir la chanson qui va jouer. À fond la caisse, Staying Alive des Bee Gees qui se met à jouer. C'est vrai qu'il était dans ma liste de chansons aimées, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là qu'on aurait aimé entendre dans un contexte où rester en vie, c'était pas très adéquat. Hein? Vraiment, Spotify n'avait pas compris mon contexte d'écoute. C'était quoi le lien entre les Bee Gees puis Luc de la Rochelière? Le système de recommandation avait failli. Maintenant, je peux dire que, et moi et Spotify, on a appris de nos erreurs. De mon côté, j'ai commencé à payer pour la version premium. Et du côté de Spotify, il a compris que la musique, c'était une question de contexte. Et donc, tout récemment, 2020, Spotify a développé une fonctionnalité sur son système de recommandation et via un système de reconnaissance vocale, il est capable de détecter votre contexte social, à savoir si vous êtes seul, dans un petit ou un gros party, mais aussi votre état affectif via les mots que vous utilisez, mais aussi votre thème de voix. Mais tout ça pour vous recommander des chansons ultra contextualisées. On a vraiment atteint un niveau d'hyper-personnalisation exceptionnel en combinant vos données personnelles avec l'intelligence artificielle. Ça se pourrait que vous ressentiez un petit malaise, hein? Ça serait tout à fait normal. On appelle ça le paradoxe de la vie privée, de la protection de la vie privée et de la personnalisation. D'un côté, cette intrusion-là des systèmes d'IA dans nos vies peuvent enrichir énormément nos contextes de consommation, mais aussi la donnée qui est utilisée pour atteindre ce niveau de personnalisation-là peut créer une certaine forme de méfiance. Mais rassurez-vous, il y a quand même des décideurs politiques qui se sont intéressés à la situation, au phénomène. Et je pense ici à la loi 25 au Québec ou la loi 27 au Canada, qui sont toutes deux des législations visant à moderniser les cadres législatifs entourant justement l'utilisation, la protection de nos renseignements personnels dans toute cette transformation du numérique. En fait, la vraie question que j'aurais dû vous poser, est-ce que vous auriez accepté de donner vos données au système de recommandation de Spotify concernant votre état affectif afin d'avoir des recommandations extrêmement personnalisées et contextualisées? Non, répondez pas. J'ai encore poussé ma loque un peu. Là. C'est un exemple un peu extrême, là, j'en conviens. C'était juste pour vous montrer cette tension-là entre la vie privée puis la personnalisation. D'une part, oui, ils ont inventé cette fonctionnalité-là, mais ils ne l'ont jamais utilisée. Et de l'autre aussi, non seulement c'est des données personnelles, mais c'est des données aussi extrêmement sensibles. Donc, ça pouvait juste m'amener au sujet que dans votre quotidien, en fait, les entreprises utilisent vos données personnelles, évidemment, de manière souvent moins extrême, mais tout de même pour enrichir vos expériences de consommation. Et donc, moi, je me suis posé la question, dans les dernières années, est-ce qu'on devrait donner nos données? Hein? Puis, c'est un peu à ça qu'on va répondre aujourd'hui ensemble, mais pour ça, il faut comprendre l'impact des systèmes de recommandation dans nos processus d'achat. Comme vous devez vous en douter, au doctorat, nous, on aime ça, les analyses. Fait que j'ai fait une analyse d'analyse, communément appelée une méta-analyse.
Et en fait, une méta-analyse, bien, ça permet de synthétiser tous les résultats de recherche publiés autour d'un même sujet, donc d'un même phénomène, publiés antérieurement. Et donc, moi, j'ai combiné les résultats de recherche publiés de 1999 à aujourd'hui, qui étudiaient l'impact d'un système de recommandation sur la qualité de l'achat final d'un consommateur. Précisément, ces papiers-là comparaient la qualité de l'achat final d'un consommateur qui avait magasiné sans système de recommandation, donc sans système d'IA, et qui devait trouver par lui-même la meilleure offre possible pour lui parmi la pluralité de produits et services sur un site Web d'entreprise, comparativement à la qualité de l'achat final d'un consommateur qui, lui, avait magasiné assisté par un système de recommandation qui était en mesure de lui trouver l'offre la plus optimale pour lui dans cette offre de service-là. Précisément, un système de recommandation, c'est un outil algorithmique dans les dernières années basé sur l'IA. Et quand on dit qu'il permet de trouver l'option la plus optimale pour un consommateur, c'est sur la base de ses préférences, mais aussi de son profil, donc de ses données personnelles. Et donc, dans l'absolu, un système de recommandation augmente en précision plus que de données. Et un élément très important que j'aimerais préciser ici, c'est qu'un système de recommandation, on dit que c'est sous l'ombrelle de la personnalisation de services. Personnalisation de services, c'est qu'en fait, les données sont collectées sur le site Web où vous vous trouvez, mais sont aussi utilisées sur ce fameux site Web-là où vous avez délibérément choisi d'y être. On va y revenir, mais gardez ça en tête. Et donc, premier constat de cette méta-analyse-là, donner vos données serait efficace sur la qualité observable, objective de la recommandation. Et donc, un consommateur qui achète un produit recommandé par un système de recommandation augmente grandement ses chances de faire le choix le plus optimal pour lui comparativement à un consommateur qui a magasiné non assisté. Bon, c'est pas très surprenant, là. L'inverse l'aurait été, c'est quand même un peu la promesse de ces systèmes d'IA-là. Aussi, si on s'arrêtait juste à la qualité objective pour répondre à notre fameuse question « devrions-nous donner nos données », la réflexion elle sera un petit peu limitée. Hein? Mais on s'entend pour dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Jusqu'à présent, ça semble bon, donner nos données. Là où ça se corse, et c'est le deuxième constat de cette méta-analyse, c'est que peu importe la performance du système de recommandation, il ne semble pas y avoir de différence sur la qualité perçue entre un consommateur qui a magasiné seul et un consommateur qui a magasiné assisté d'un système d'IA. Prenons par exemple Mario qui magasine des hôtels pour son prochain voyage en famille. Mario a des critères, il veut vue sur la plage, il veut petit déjeuner inclus. Il y a une certaine braquette de prix aussi pour lequel il regarde. Il magasine seul sur un site Web qui offre des hôtels, et donc il y a plein d'options, des milliers d'options d'hôtels. Et à travers ses recherches, il commence à s'intéresser à l'hôtel B qui semble très satisfaisant pour ses besoins. Il réserve B. Par la suite, on a Mario, toujours sur le même site Web, mais cette fois-ci, ce site Web-là offrant un système de recommandation qui a été capable, parmi les milliers d'offres, de retirer celle qui est la plus optimale pour les mêmes préférences de Mario. Mario va louer l'option C. Mais si on demande à Mario, qui a réservé B ou qui a réservé C, d'évaluer la qualité de la réservation qu'ils viennent de faire, il n'y aura pas de différence. Vous voyez le problème, non? Oui. Comment une entreprise peut convaincre un consommateur de donner ses données s'il ne voit pas le bénéfice et la plus-value de le faire? À l'ère où nos données personnelles s'est rendues une monnaie d'échange sur le Web, si une entreprise n'est pas capable de clairement communiquer les bénéfices à les données, il n'y aura jamais cette fameuse transaction-là. Ce n'est pas suffisant de demander le consentement, il faut expliquer pourquoi. Et c'est ici que je reviens sur ma notion de personnalisation de service. Sous l'ombrelle personnalisation marketing, il y a personnalisation de service, mais aussi personnalisation publicitaire. Ces deux types-là de personnalisation sont autant dichotomiques que Luc de la Rochelière et les Bee Gees. Au sens où personnalisation publicitaire, les données sont collectées sur le site Web où vous vous trouvez, mais peuvent être revendues à des tiers, donc des inconnus ou des plateformes que vous n'avez pas nécessairement voulu qu'il y ait accès à ces informations-là, dans des buts de reciblage. Comme je vous ai dit, la personnalisation de service, c'est collecter et utiliser sur un site Web où vous avez délibérément choisi de vous trouver pour optimiser votre expérience d'achat, votre expérience utilisateur sur le site, comme les systèmes de recommandation. En fait,
pas donner nos données, c'est un peu faire le parallèle quand on magasine en magasin réel. Moi, quand j'arrive en magasin, j'aime ça que la vendeuse voit mon gabarit pour me recommander une taille qui est plus susceptible de me faire. Imaginez que si on commençait à magasiner en mode incognito en magasin, ça limitera un peu notre expérience d'achat. C'est un peu ça. Mais autant que les consommateurs n'approchent pas la personnalisation de services et publicitaires de la même manière lorsque vient le temps de donner leurs données, autant que les entreprises ne font pas toujours la distinction quand vient le temps de demander le consentement. On va prendre ici un exemple de H&M et on va prendre l'exemple des fameux cookies, donc les fichiers témoins qui sont un exemple parmi tant d'autres de manière de collecter de la donnée sur vous. Ici, H&M vous demande s'il peut collecter de la donnée pour des témoins marketing, incluant à la fois personnalisation publicitaire et de services. Et donc, un consommateur qui, lui, est très réticent à ce que ces données aillent chez un tiers, va rejeter les données, les témoins marketing, privant ici notre fameux système de recommandation de précieuses données. Ici, ça s'améliore. On a Walmart qui fait la distinction entre ces deux catégories-là de personnalisation publicitaire et de services. Mais il te demande tes données pour personnaliser ton expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, personnaliser une expérience? Moi, ça ne me convainc pas en tant que consommateur. Comment cette personnalisation-là est opérationnalisable? Et c'est là qu'on atteint le summum avec Simons. Simons, non seulement fait deux catégories, mais en plus, explique clairement la donnée qui va être collectée et pourquoi. Si je te demande ta géolocalisation, c'est tout de bien même pour te recommander un produit qui va être disponible. Mais ça, c'est clair. Si Spotify avait voulu utiliser vraiment son système de recommandation avec la donnée affective, dans un monde idéal, on aurait retrouvé ça à cet endroit-là, de manière transparente. Et donc, les entreprises auront tout à gagner dans les prochaines années d'aller se démarquer de la concurrence en étant, oui, transparents, mais aussi en bien communiquant les bénéfices. Parce qu'effectivement, de la transparence, ça peut créer de la réactance, surtout a priori. Mais une transparence bien communiquée peut, à l'inverse, créer beaucoup de confiance. Et là, je fais juste un petit aparté pour les consommateurs ici. On voit souvent les risques, mais il arrive certains contextes où on voit un petit peu trop les bénéfices. Puis on en perd un peu la notion de protection de la vie privée. Et oui, je pense ici à l'algorithme ultra addictif de TikTok ou de Temu. Donc, j'en sais quelque chose. Je suis en sevrage de TikTok depuis maintenant 6 mois. Donc, faites attention à certains algorithmes aussi. Et donc, c'est normal qu'un consommateur ne voit pas les bénéfices si on ne lui communique pas. Puis si on ne lui communique pas, c'est normal aussi qu'il ne donne pas ses données. En conclusion, pour une entreprise, j'aimerais vous dire que peu importe l'investissement que vous allez mettre dans la performance de vos systèmes, ça ne veut pas nécessairement dire que la perception des consommateurs va suivre dans la même voie. Et donc, oui, de la transparence, mais aussi beaucoup de communication. Et au niveau des consommateurs, au lieu de rejeter ou d'accepter de facto de donner vos données, faites juste prendre un moment de recul pour vous demander, est-ce que la donnée qu'on me demande, ça fait vraiment du sens avec le produit ou la catégorie de service pour lequel je suis en train de magasiner, mais surtout, est-ce que j'en ai pour mes données?